Tac, tac. Oh, je me mets là, je sais pas du tout si je passe à l'écran. Oui. De toute façon, je ne suis pas la star de l'émission. Bonjour les gens, bienvenue. Nous sommes avec, vous l'avez vu, Joe Veto, qui... merci mille fois de nous accueillir là vite fait, entre midi et deux, entre deux consultations. Nous sommes dans ta clinique vétérinaire. Voilà. Tout se passe bien. Dans le domaine. Dis bonjour aux gens. Et salut les gens. Et juste avant de commencer ce petit, pas interview, ce petit, comment dire, ce petit truc que tu nous as préparé sur les mortalités. Préparé vite fait. Hein. En sortie d'hiver. Je voudrais juste vous répéter les gens qu'on se retrouve demain, puisque ça sort vendredi, on se retrouve demain à Guingamp pour l'ouverture du magasin. Là tu peux m'applaudir normalement. Une Eola même. Voilà, une Eola. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai pas eu le temps de le refaire autrement. Donc il y a une caméra là. Et c'est Joseph Leitondal. C'est ça. Qui nous propose. Alors c'est quoi le sujet? C'est vraiment la mortalité des abeilles en sortie d'hiver. Voilà, c'est pour répondre aux sollicitations qu'il y a en ce moment, en fait, tout simplement, pour être dans l'actualité. Alors on t'écoute, il y aura quelques photos qui vont venir agrémenter tout ça. Voilà, donc je vais essayer de suivre, de coller voilà. aux photos que j'ai ajoutées pour que tu puisses les mettre en, comment on appelle ça, en post-production, c'est ça? Allez, je m'appelle Spizz. Je la pète. C'est parti. Bon, c'est parti. Alors, on va parler des mortalités hivernales, c'est-à-dire ce qui donne lieu aujourd'hui à la découverte de ruches vides. En gros, c'est ça. Hein. Il y a ce qu'on appelle les pertes et puis il y a les mortalités. Une perte, ça peut être une colonie qui manifestement ne survivra pas très longtemps. Hein. Donc, si on se réfère à l'enquête annuelle, il y a une enquête annuelle de mortalité nationale, à laquelle je suppose tout le monde répond. J'espère en tout cas, et qui donne des résultats autour de 25% de pertes, donc 15% de mortalité. Alors je sais que 2021-2022, de mémoire, il doit y avoir 3 points de plus. Ça doit être 18 et 28, quelque chose comme ça. Enfin, ça commence à être sévère, quoi. Ah oui, on est toujours dans ces eaux-là, non? Tu veux dire que ça augmente? Quand ils avaient fait, quand il y avait eu Hippie Lobby, on était à 14%, je crois, de mortalité ouais, donc ça augmente. Hivernale. Donc ça a augmenté très peu, finalement. De 14 à 15. Oui. De 14 à 15. En 10 ans, quoi. Et là, on entend souvent le chiffre de 30%, quoi. Il y en a qui n'ont pas de perte et puis il y en a qui ont 50% de perte. Hein. C'est une moyenne. Hein. C'est un peu le but de l'épisode, là, parce que j'ai eu des témoignages, notamment dans le sud-ouest, hein, où il y avait pas mal de pertes. Je te laisse continuer. Alors, les mortalités hivernales, l'avantage, c'est qu'on les comptabilise facilement. On a mis tant de ruches à l'hivernage, on récupère tant de boîtes vides à la sortie. Oui. Contrairement aux mortalités en saison, qui sont souvent sous-estimées, parce qu'en fait, on court après le reméhrage, on remet des essaims dans les boîtes vides, etc. Puis on oublie de compter, en fait, que c'est des pertes. Hein. C'est vrai. Alors que là, la mortalité hivernale, c'est factuel, c'est objectif. En gros, on retrouve toujours les mêmes causes identifiables, attention, il ne faut pas oublier toujours la multifactorialité, avec tout ce qui n'est pas comptabilisable, et puis tout ce qui va arriver saupoudré par-ci par-là pour créer des facteurs de risque aggravants. En gros, on tombe sur famine varroa. Oui. Hein, on ne se trompe pas trop en disant ça. Si on rajoute des mortalités tardives en saison qui n'ont pas été comptabilisées comme telles, parce que les gens ont pu visiter leur ruche après le mois de septembre ou des choses comme ça, on peut rajouter un peu de frelons, des choses comme ça. Voilà. Mais grosso modo, on tombe toujours sur famine varroa. Et les deux peuvent être combinés d'ailleurs. On rappelle que la varrose, c'est la première cause de mortalité hivernale. En saison, c'est une des principales causes de mortalité aussi. Pour exemple, d'après mes sources en tout cas, quand varroa est arrivé à La Réunion, on est passé de 3 à 30% de mortalité. Donc si quelqu'un a des autres sources, hein, il peut mettre en commentaire. Moi, c'est ce que j'ai eu comme information. Bon, puis il y a les facteurs aggravants, toujours l'évolution péjorative de la charge virale, qui est toujours plus grande, toujours plus agressive. Et puis, puisque le varroa, on n'oublie pas que c'est surtout une seringue sur pattes. Hein. Oui, c'est un vecteur, un virus. Alors, maintenant qu'on a fait ces considérations, comment est-ce qu'on procède? D'abord, il faut s'assurer que la colonie elle est morte. Ce n'est pas parce qu'il y a un petit peu d'activité devant qu'elle n'est pas morte. Il peut y avoir des pilleuses qui vont visiter ce qui reste de réserve. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'activité qu'elle est morte. C'est-à-dire qu'à 1 ou 2 heures d'intervalle, vous allez pouvoir voir une ruche qui est active et l'autre qui n'est pas active. Vous revenez 2 heures après, c'est le contraire. Donc il faut avoir la possibilité d'évaluer à peu près les chances qu'il reste des abeilles dans la boîte. En gros, un petit toc-toc sur la boîte, on se met devant la planche de vol. Et puis, ça, tu parles sans ouvrir, donc hein. Sans ouvrir, dans un premier temps. Après, si on est à peu près sûr qu'il n'y a plus d'abeilles, on peut ouvrir et il faut se préparer à ce qu'il y ait éventuellement, là, on ne risque pas trop en hiver, mais il faut se préparer à ce qu'il y ait des intrus aussi dans la ruche. Moi, j'ai déjà vu dans une constatation de mortalité en saison, on ouvre la boîte, puis dedans, il y a un gros nid de frelons. Donc là, il ne faut pas traîner dans le coin. Oui. Et d'où l'intérêt aussi, une fois qu'on a établi la mortalité de la ruche, de la colonie, pardon,
c'est de la fermer. On ferme la ruche. Parce qu'on fige le tableau clinique, on évite que ça continue à évoluer, etc. On évite le pillage. Et puis il ne faut pas oublier que si on a l'intention de faire appel à, entre guillemets, la police scientifique, hein, les experts, quoi, en gros, si on déclenche une procédure mortalité massive ou dans le cadre d'OMA par la suite, il ne faut pas foutre le bins dans la ruche. Ouais. C'est-à-dire qu'on ferme la ruche et on touche à rien. Si on a décidé de régler le problème soi-même, on peut commencer à mettre le nez dedans. Mais si on veut demander de l'aide, il ne faut pas aller foutre le bazar. On laisse tout comme c'est. Il ne faut pas polluer la scène du crime. Oui. Alors le gros avantage aussi de la mortalité hivernale, c'est qu'on peut faire du diagnostic dans son garage, sous une lumière correcte, au chaud, au sec. Il faut juste faire attention de ne pas ramener une souris qu'on va lâcher dans le garage ou des choses comme ça. Ouais. Donc on s'assure que la ruche n'a plus d'abeilles, ne contient plus d'abeilles, on s'assure qu'elle ne contient pas d'intrus, et puis on ferme la ruche, et puis on l'emmène dès qu'on peut. Ou si on a fait appel à un vétérinaire dans le cadre de MMA ou OMAA, là on touche à rien. On ferme la ruche, puis on laisse on attend l'intervention. Le tableau clinique le plus stable possible. L'objectif c'est quoi? C'est savoir ce qui s'est passé, parce que dans le cadre d'une médecine d'effectifs, d'une médecine de troupeau, on appelle ça dans d'autres filières, on cherche à faire profiter aux vivants de ce qui est arrivé aux morts. C'est le principe de l'autopsie. Ça permet aussi de ne pas rééditer une erreur si c'était le cas, si c'était une erreur, par exemple de mise en hivernage ou quoi. Donc on dégage une cause de mortalité. Et puis, une chose importante, c'est-à-dire que les cadres et la cire, etc., c'est devenu des choses très précieuses, mais il faut avoir la pertinence de les réutiliser ou pas les cadres en fonction des risques. Et ça, c'est une chose importante, c'est déterminer l'avenir du matériel et des cadres. Il va falloir recueillir les informations, que ce soit pour notre gouverne personnelle ou pour une intervention ultérieure dans une procédure sanitaire. C'est là qu'on revient au registre d'élevage. C'est intéressant de le tenir sérieusement, parce qu'on n'est pas forcément hypermnésique, on ne se souvient pas de tout ce qui s'est passé, etc. Les dates et ainsi de suite, la météo, ça peut être intéressant de noter tout ça, parce qu'au moment de faire le bilan, on est demandeur d'informations précises. Des choses comme la date de dernière visite, qu'est-ce qu'on avait observé, l'âge des rennes, même si on ne marque pas ces rennes, c'est bien de savoir quel âge elles ont. Ça peut être un facteur aggravant, hein, ça. Les conditions de mise en hivernage, est-ce qu'on a hiverné des petites guéguelles au lieu de les réunir? Est-ce qu'on a complété les réserves, etc. Donc une fois qu'on a recueilli les informations, on va faire les constatations. Donc l'idéal déjà, c'est de pouvoir dater la mortalité de la colonie. C'est pas forcément facile. Non. Il y a des éléments qui nous permettent de le faire. En tout cas, d'ajuster le jugement. Déjà, le degré de dégradation des structures, des cadres, des cadavres qu'on va trouver dans la ruche et ainsi de suite. Ça nous donne une petite idée de ce qui s'est passé en fonction de la météo qu'on a eue. C'est pour ça, on ne peut pas donner de recette toute faite en disant s'il y a ça, c'est ça, s'il y a ça, c'est ça. Ça va être au jugement de celui qui va faire les constatations. Mais il faut tenir compte de tous les paramètres. Par exemple, est-ce que, on va voir, et j'ai mis des photos là, pour montrer une ruche qui manifestement a contenu une colonie qui a eu le temps de préparer l'hiver avec des ponts de cire, etc. Et puis une ruche qui manifestement n'a rien fait pour préparer l'hiver. La colonie n'a rien fait là-dedans. Hein. C'est net. Donc probablement une mortalité plus ancienne. Il y a des signes de pillage qu'on peut relever aussi éventuellement. Alors des pillages post-mortem ou des pillages qui ont causé la mortalité de la colonie, comme par exemple par le frelon en fin de saison, etc. Par exemple, si on a un pillage par des frelons, on va trouver souvent des cadavres sans thorax dans la ruche. Ah, on les trouve dans la ruche, oui. Voilà, souvent ils sont encore dans la ruche. Et il peut y avoir présence de nécrophages, d'opportunistes, de fausses teignes, etc. qui montrent qu'on a déjà évolué dans les lésions. Alors, la colonie, c'est comme un animal. C'est un ensemble d'animaux, mais c'est comme un animal, c'est l'unité animale. Donc quand on traite une colonie, on ne traite pas une abeille individuellement. Quand on va traiter une autopsie de colonie, on considère toute la colonie. Donc quand on parle d'invasion par la fausse teigne, par exemple, on va parler de lésion. C'est comme si on avait une mycose. D'accord. Il faut prendre en compte aussi la taille de la colonie. On peut l'évaluer, ça. En gros, un pot d'1 kilo rempli d'abeilles fait à peu près 1500 abeilles, un pot d'1 kilo de miel. Sachant que c'est variable, parce que les abeilles, au fur et à mesure qu'elles se dégradent après la mort, elles perdent du volume, elles se dessèchent tout simplement, hein, donc elles perdent du volume, elles perdent du poids. Après, il y a des filaments mycéliens qui vont venir s'ajouter au cadavre. Donc ça va redonner du volume. C'est difficile d'évaluer précisément. J'ai des collègues qui ont mené des études perso sur l'évolution du poids des abeilles après la mort. J'ai pas d'informations plus précises que l'évaluation que j'ai faite moi-même d'à peu près 1500 abeilles dans un pot d'1 kilo.
Voilà. Donc ça permet de donner une idée à celui qui va venir, par exemple, faire les investigations de combien on a vu d'abeilles dans une ruche. Si par exemple on a décidé de commencer à mettre la main dans une ruche, faire une première évaluation, puis qu'on dit bon, pour la suite je vais quand même appeler quelqu'un parce que ça a l'air d'être sévère, il y en a beaucoup de perdus et tout, bah déjà on a une première information. Après, est-ce que c'est des ouvrières, est-ce que c'est des mâles, etc. Ça peut donner une idée. Est-ce que la ruche a été bourdonneuse avant? Est-ce qu'on a une reine, tout simplement? Oui, oui, oui. Des fois on peut observer la reine. Oui. J'ai mis une photo aussi d'exemple de plancher avec toutes les abeilles qui sont tombées au fur et à mesure de la grappe. Oui. En fait, ça c'est un problème de longévité des abeilles d'hiver, on en parlera après. Les réserves. Bon ben c'est difficile de parler en général des réserves. On peut avoir des réserves qui sont insuffisantes, on peut avoir des réserves qui sont suffisantes mais inexploitables parce qu'elles sont cristallisées. Il peut y avoir des réserves qui sont hors de portée d'une toute petite colonie qui était exposée au froid, qui s'est remise en grappe et qui n'a pas pu se déplacer pour aller chercher la suite des réserves et qui est morte là où elle était à 5 cm d'une réserve de miel abondante. J'ai mis une photo là par exemple. Il y a aussi les abeilles qui sont restées sur le couvain. La reine a recommencé à pondre, il refait très froid, les abeilles elles restent sur le couvain pour maintenir la température et elles ne se déplacent pas pour aller se nourrir. Voilà, donc tout le monde meurt. En parlant du couvain, est-ce que le couvain est présent? Est-ce qu'il est en relation avec ce qu'on peut attendre à cette saison-là? Est-ce qu'il est dégradé? Est-ce qu'il est récemment mort? Est-ce qu'il y a des abeilles dessus, etc. Il y a plein de choses à prendre en compte sans qu'on puisse directement donner une réponse pour chacune des lésions. C'est juste des informations à recueillir. Et puis c'est toujours pareil à mettre en relation avec le type météorologique. Si on a eu un froid sec, ben, on aura moins de moisissures que si on a eu de l'humidité avec un peu de tiédeur, etc. Donc ça permet de donner aussi une datation, plus ou moins l'ancienneté de la mortalité. Est-ce qu'on a des signes de maladie? C'est souvent sur le couvain qu'on va les trouver, sur les cadres en général. Donc j'ai mis une photo, je crois, de loques. On va trouver des cas de loques là, sortis d'hiver? Ben, c'est des cas de loques de fin de saison. Oui, qui datent, oui. Donc on va trouver des cadres secs. J'ai mis justement, c'est le cas, ce que j'ai mis là. C'est une loque trouvée en fin d'hiver. Heureusement, un hiver froid et sec, parce qu'autrement ça aurait été tout moisi. Ouais. Mais il y a des écailles, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Des traces de diarrhée aussi, dans le cadre de nosémose ou autre dysenterie. Donc ça sera aussi un élément déterminant à bien observer, parce qu'un cadre peut avoir l'air sain, et puis avoir quelques traces de diarrhée, ce cadre-là on ne le réutilise pas. Ouais. Et puis évidemment, à tout seigneur, tout honneur, le varroa. Alors à rechercher, il ne faut pas croire qu'ils vont s'aligner comme à la parade le long des têtes de cadre, il va falloir les chercher. On peut en trouver quand c'est abondant directement avec les cadavres au fond de la ruche par exemple. On peut en trouver sur les cadavres, on peut en trouver dans le couvain. C'est qu'on va avoir on va pas revenir dans le détail, tu mettras des photos si tu veux, mais on était passé ça en long, large, en travers dans la vidéo qu'on avait faite sur le varroa, avec des photos et tout ça, avec les signes typiques, le couvain mosaïque, les abeilles qui n'arrivent pas à émerger, qui sortent leur proboscis, qui ont la tête émergée avec la langue tirée. Si on les sort, ben, souvent on trouve des varroas dessus. Pareil, j'ai mis des photos, tu les mettras si tu... Oui, si, je le mettrai. C'est toujours intéressant de répéter. Oui, la répétition, ça fait pas de mal souvent. Alors, on revient sur les abeilles d'hiver. Parce que qu'est-ce qui fait que la colonie va durer jusqu'au mois de mars-avril ou qu'elle va mourir avant? C'est la longévité des abeilles d'hiver. Alors, elles peuvent manquer de longévité parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses pour maintenir la température puis s'épuiser. Et puis elles peuvent aussi perdre de la longévité parce qu'elles ont été parasitées à l'âge adulte ou au stade nymphal par des varroas. C'est la cause principale. Donc on va remettre une photo, tu mettras si tu veux la photo du graphique, là. Du graphique avec les dynamiques de population. Donc on rappelle que les abeilles d'hiver, c'est des abeilles qui vont naître pour passer l'hiver. Donc quand une abeille en saison vit à peu près 6 semaines, maxi, une abeille d'hiver va vivre 6 mois. Elles ne sont pas constituées de la même façon. On ne va pas rentrer dans les détails physiologiques, mais c'est important de considérer que ce n'est pas les mêmes abeilles. On a bien insisté sur le fait que c'est les abeilles qui sont le plus touchées par varroa, parce qu'on a plus de couvain de mâles. Varroa qui se développait dans le mâle va passer chez les ouvrières, et à ce moment-là, les ouvrières, c'est des abeilles d'hiver. Donc c'est la pression d'infestation la plus forte de toute l'année. Et ça touche les abeilles d'hiver, pour lesquelles il est super important qu'elles soient en parfait état. Alors on a un graphique après, je pense que ça serait bien de le mettre, oui. Où on voit, c'est une définition en fait des abeilles d'hiver. Qu'est-ce que c'est les abeilles d'hiver? On en parle tout le temps, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors on voit à partir des naissances de juillet, fin juillet, début août, on a des abeilles qui commencent à vivre un peu plus longtemps. Alors en faible proportion dans la cohorte. La cohorte, c'est une population qui naît dans un temps donné
et on regarde ce qu'elles font après. Donc là, une cohorte du mois de juillet, elles meurent toutes début septembre. Une cohorte du mois d'août, première quinzaine d'août, on a quelques abeilles qui vont vivre jusqu'au mois de février. Et puis ensuite, de plus en plus, quand on avance dans le temps, en arrivant jusqu'au mois d'octobre sur les dernières pontes, on a des abeilles qui vont très majoritairement vivre jusqu'au mois d'avril, au moins, voire début mai. Donc c'est ça qu'on appelle les abeilles d'hiver, c'est les abeilles qui sont destinées à passer l'hiver. On voit sur le graphique suivant, qui est une étude de 2012, qu'entre les colonies qui ont passé l'hiver et les colonies qui n'ont pas pu passer l'hiver, on a un différentiel de longévité moyenne des abeilles qui est de environ entre 40 et 50 jours. C'est un élément déterminant sur le fait que la colonie passe l'hiver ou pas, la longévité des abeilles. Alors on l'a dit, c'est famine varroa, hein, varroa surtout à partir déjà de leur naissance, hein, même pendant leur vie nymphale, hein, si elles sont parasitées pendant leur vie nymphale, elles vont morfler et elles passeront pas l'hiver. Donc dès le mois d'août-septembre, hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas traîner pour traiter. Faut pas oublier, alors évidemment il y a une multifactorialité, on ne peut pas dire que c'est que varroa, que c'est que la famine, que c'est que les virus, etc. C'est un ensemble. On a aussi des tas de toxiques qui sont présents dans les matrices, qui s'accumulent, etc., qui jouent leur rôle. D'autant qu'il y a pas mal d'études qui ont montré, surtout pour les néonicotinoïdes, que leur effet néfaste est immensément accentué en conditions froides. Oui, d'accord. Voilà. Donc c'est en hiver, en fait, qu'ils produisent le plus leur effet toxique. D'accord, j'ai cru que tu allais parler de l'effet cocktail, mais non, c'est la l'effet température. cocktail, il est mal étudié, c'est difficile de s'appuyer dessus, mais on sait qu'il existe. Hein. C'est-à-dire que A plus B a des doses auxquelles ils ne seraient pas toxiques individuellement, mis ensemble, ça devient toxique. Et inversement, bizarrement, des fois, A qui serait toxique, B qui serait toxique, on les met ensemble, ils seront plus toxiques. Ouais, c'est assez étonnant. Hein. Mais sur la température, là, je ne savais pas. Il y a Luc Belzins, il a fait 50 000 études là-dessus, c'est super intéressant à lire. En plus, comme c'est un français, souvent, on a facile d'avoir la main sur l'étude en français, parce que souvent, c'est que du... Luc Belzins. Belzins. B-E-L-Z-U-N-C-E. Je ne sais pas s'il y a un S au bout, je ne sais plus. Okay. Il y a toute la multifactorialité avec les toxiques, avec les ondes électromagnétiques. Hein, c'est un sujet qui est souvent tourné en ridicule, mais qui est sérieusement étayé maintenant. Il y a des labos comme de la fac de Bordeaux ou d'Hambourg en Allemagne qui bossent beaucoup là-dessus. En fait, en réalité, il y a des tonnes d'études. Hein. Et puis, donc en parlant de ces abeilles d'hiver, il ne faut pas oublier qu'un des deux principes de base pour maintenir le cheptel, c'est de protéger les abeilles d'hiver dès leur vie nymphale. La deuxième, c'est de démarrer la saison avec un nombre de varroa le plus proche possible de 0. Alors, c'est de plus en plus contesté l'histoire de 50, mais c'est un repère comme un autre. Contesté parce qu'on doit être en dessous. Parce qu'on essaye d'être en dessous, ouais. Et puis parce qu'inversement, il y en a qui prouvent qu'ils arrivent à passer l'hiver avec plus de varroa. Mais c'est clair que plus c'est bas, mieux c'est. Parce que de toute façon, ça fait que de grimper. Oui. Ça fait que de grimper. Hein. Parce qu'on sait que des colonies fortes peuvent supporter une charge de varroa assez importante, quoi. C'est ça. Mais qu'au bout d'un moment, de toute façon, quoi qu'il arrive... Et puis il y a les fameux caractères de résistance ou de tolérance au varroa, etc. Il y a des hivers plus doux ou plus durs, suivant la région. Il y a plein de paramètres aussi. Un arrêt de ponte ou pas d'arrêt de ponte en hiver, oui. etc. Il y a plein de choses qui jouent. Donc, on a compris qu'il faut protéger les abeilles d'hiver. Oui. Parce que l'autopsie, elle sert aussi à prendre des bonnes habitudes pour la suite. Prendre des bons plis. Le devenir des cadres. Alors, qu'est-ce qu'on en fait des cadres? C'est un crève-cœur, ça. Hein. Oui. Mais pourtant, il faut être sans pitié. Déjà, on ne les conserve pas à l'air libre pour que tout le monde vienne les visiter, les prospecter et tout ça. Hein. Déjà, on les met au confinement. Donc, dans des boîtes avec une grille devant, dans un congèle si vous en avez, ce que vous voulez. Il y a 3 destinées bien distinctes pour les cadres. Donc, la conservation à l'état pour réutilisation. Ça, c'est réservé vraiment à des cas très particuliers. Si on a eu un pillage nickel, il y a des fois la ruche est vide, il n'y a plus rien, sauf les cadres, ils sont nickel. Sans aucune trace de maladie, de diarrhée, de quoi que ce soit. Rien. Pas de cadavre. Pas une seule nymphe, une seule larve présente dans le cadre. Ah ouais. C'est un cimetière, sinon c'est pas un cadre. Hein. Ah, tu vas fort, t'es dur. Non, mais... alors, dans le cadre du pillage, il y a aussi le risque de sport. Donc si c'est un pillage qui a eu lieu pendant des périodes très courtes en journée et que tu n'as pas de rucher à proximité, tu peux décider que c'est ton rucher qui s'est pillé lui-même. Oui.
Et que donc, comme l'unité épidémiologique, c'est le thon rucher, oui. de toute manière, ce qu'il y a dans une ruche, en gros, il va y avoir dans l'autre aussi, presque, hein. On peut presque dire ça. Il y a moins de risque de balader des spores qui n'y étaient pas avant. Donc là, il y a plus de chances de récupérer le cadre. Si tu n'as pas vu tes abeilles depuis le mois d'août, puis que tu vas les voir au mois d'avril, puis que tu ne sais pas du tout ce qui s'est passé, moi je ne garderai pas. Voilà, c'est tout. Deuxième catégorie, c'est fonte de la cire et désinfection des cadres. On l'exclut du circuit apicole, c'est-à-dire qu'on ne remet pas ça pour faire des feuilles. Alors donc, si on l'exclut du circuit apicole, c'est comme disait l'autre, c'est what else? Qu'est-ce qu'on fait avec d'autres, hein? On va faire des bougies? Bah, même pas, on va respirer ça. Alors, moi je dis c'est poubelle. Ça, hein. c'est uniquement comme le cas précédent, c'est-à-dire un cadre qui est irréprochable sur le plan sanitaire, mais mal construit, beaucoup de cellules de mâle, fortement trouées, trucs comme ça, voilà. Mais c'est de la belle cire, quoi. Alors éventuellement, faire des bougies, éventuellement. Voilà. Ouais, éventuellement. Mais s'il y a, par exemple, au moindre doute pathogène, y compris varroa, parce qu'on n'oublie pas que le varroa, c'est un vecteur de maladie et c'est un immunosuppresseur. Ça veut dire que tout ce qui a connu le varroa va avoir moins de défense vis-à-vis des maladies, donc plus de risque d'avoir des maladies. Ou si la cire est très noire, ou si on a eu un contact avéré avec des lanières. Par exemple, j'ai mis des photos sur un cadre qui est avec... bon, il y a un petit peu de miel. Alors, il y en a qui vont dire « Oh, je récupère ça ». Ben non, catastrophe. Le cadre, il est noir comme la nuit. Il y a des trous partout. Il y a du pollen moitié moisi. Il y a des cadavres dessus. Donc, ça, c'est au feu. Oui, ça, je suis d'accord. Là, il y a un cadre qui a l'air joli. Là. Il y a un peu de miel qui a l'air d'être exploitable. Mais quand on regarde bien, il y a des déjections. Oui. Ben ça dégage aussi. Oh. Ah, mais tu jettes tout, en vérité. Ouais, presque. Moi, je t'avoue, celui-là, je le garde. C'est une connerie. Ben, je sais pas. Non, mais je te comprends, il faut jeter, quoi. Après, tu as une troisième photo. On voit la trace de la lanière. Oui. Bon, ça dégage aussi. Ah, mais frère... Et là, je te sors mon atout, le 21. C'est un graphique qui résume une étude de 2020 en Suisse relative au Coumaphos. Donc ils ont mis des lanières, tu vois, oui. Elles sont figurées là entre les cadres. Et ils ont fait des prélèvements sur des parties de cadres ou sur des cadres entiers. Alors, au moment juste après le traitement, ou alors au printemps suivant, c'est-à-dire juste après le traitement, après avoir enlevé les lanières, et au printemps suivant, sachant que les lanières n'ont pas passé l'hiver dans la ruche, attention. Hein. Alors, sachant qu'on a des effets toxiques cliniques sur les abeilles adultes à partir de 50 mg. 50 mg kilo hein, dans la cire. Donc là, en contact avec une lanière, tu es à 254 au printemps. Tout de suite après avoir retiré la lanière, tu es à 800. Si je lis bien, parce que c'est imprimé tout petit. C'est quoi, depuis 20 ans. Hein. Ouais, je confirme. 800 après retrait de la lanière, 254 au printemps. Ouais. Tout ce qui est en contact avec la lanière. Sans contact avec la lanière, on est quand même à 28. Après retrait des lanières, puis on descend à 5,3 au printemps. Donc c'est acceptable. Les deux cadres entiers en contact avec une lanière, c'est-à-dire que tu prends en compte non seulement ce qui était en contact avec la lanière, mais tout la cire du cadre. Et bien, au printemps, tu es encore à 65, sachant que tu vas déplacer tes lanières pour les faire coller au couvain. Oui. Donc tu contamines tous tes cadres. Ça veut dire que pratiquement tous tes cadres ont été contaminés. Alors pour rester dans les atouts, je m'excuse, mais c'est sur le Coumaphos. Je me fais l'avocat du diable, mais c'est pareil pour tous les... Certes, je pense que tu peux généraliser ça à tous les lipophiles. Pas forcément dans les mêmes proportions, mais dans le principe. Dans le principe de base, c'est-à-dire que ce qui a été en contact avec les lanières est beaucoup plus touché que ce qui n'est pas en contact. Ouais, d'accord. Éventuellement, donc, il faudrait pouvoir marquer les cadres. Ça, c'est bon dans un cadre expérimental. Ah, non, mais même en marquant les cadres, quoi. Enfin, je veux dire... Oh, mais on réfléchit tout haut, là, en fait. Avec le petit au bout, là, avec cette méthode... Ah, si t'emmènes le petit au bout, j'ai rien à dire. Avec ça, enfin... Ouais, mais je te chasse le petit avec ça. Hein. Faut jeter tous les cadres. Faut jeter tous les cadres. C'est pour ça que c'est une évaluation la plus fidèle possible aux éléments que tu as en main. C'est-à-dire que tu vas avoir c'est factuel, hein, tu regardes ton cadre, il a une belle cire, tu vois la lumière à travers, tu n'as pas de traces de diarrhée, tu n'as pas de cadavre, si tu as un peu de miel dessus en plus, bah, tu le gardes. Ils sont rares, hein, ceux-là. Hein. Ils sont rares, mais c'est justement, il faut les garder précieusement. Voilà, le problème en plus, c'est que tu élimines le plus souvent les cadres qui sont en rive, c'est-à-dire les cadres qui ont moins touché les lanières. Oui.
Oui, mais ils les auront touchés l'année d'avant. Il faut pas, moi je jette pas un voile pudique sur les trucs dont il faut pas parler, j'en parle. Hein. Oui, non, mais c'est bien, c'est bien. Et ça veut pas dire que j'ai des solutions, ça veut dire qu'il faut y penser, il faut y réfléchir. C'est vrai, à nous gérer. Avec... J'aimerais bien avoir des solutions, hein. Je serais déjà... tu serais riche. Déjà célèbre et riche. Ah, t'es déjà un peu célèbre, va. Ouais, grâce à toi. Tu parles. Ou à cause, je sais pas. Ouais, ou à cause, ouais. Alors, les traitements, parlons-en. Oui. Donc le principe du traitement, c'est de diminuer la population de varroa de façon brutale ou continue, sachant que si on le fait de façon brutale, il va falloir le faire plusieurs fois parce qu'à chaque fois on repart sur une courbe ascendante. Alors que de façon continue, ça permet de mettre un procédé qui va relarguer un produit varrocide de façon permanente. Et j'ai mis un petit schéma pour symboliser la façon dont ça fonctionne, avec l'effet flash au moment de l'application du varroacide. En fonction de l'efficacité, on va redescendre sur la courbe verte, sur la courbe jaune, sur la courbe marron. Ça dépend du taux d'efficacité du varroacide. Oui. Et puis le trait rouge, je l'ai rajouté pour montrer comment agissaient, grosso modo, hein, les lanières. Alors on peut dire que la mitrase agit à peu près comme ça. Avec le taux fluvalinate, on va avoir un effet un petit peu plus en courbe concave, c'est-à-dire qu'on a un mini effet flash au départ. Voilà, c'est pour avoir toujours ça en tête, comment ça fonctionne. C'est aussi pour garder en tête que le pourcentage d'efficacité du traitement, ça ne nous donne pas le nombre de varroa qui restera à la fin. Il faut savoir quel est le nombre de varroa initial. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est ça, oui. Et non, je voulais juste rappeler que ça sert à... Parce qu'on se perd un peu sur les mortalités, mais c'est vraiment pour préserver les abeilles d'hiver qui vont commencer à naître au maximum de l'infestation. C'est ça. Au moment où le varroa est le plus puissant. La clé de l'hivernage de nos colonies. C'est la clé de l'hivernage de nos colonies. C'est ça. C'est le mois d'août. Il faut se mettre ça en tête. Ça commence au mois d'août. Alors ça dépend toujours pareil hein, de la météo, ça dépend. Et puis c'est pas parce qu'on dit qu'on a décidé de faire des mielées tardives que le problème varroa disparaît. Simplement, il faut s'adapter au problème varroa. Il faut dire cette colonie-là n'est pas capable d'aller faire une mielée tardive. Voilà, c'est tout. C'est ça qu'il faut dire. C'est la question que je te coupe un peu dans le déroulé. Ouais, c'est justement ceux qui sont dans le sud, qui vont faire du miel en juillet, août, septembre, en Corse, etc. Quelle est leur solution? D'appliquer le traitement après vraiment la mielée, Il faut réussir à redescendre en saison à 0 varroa, quasiment avec le système de la suppression de couvain. Soit encagement, soit suppression du couvain, tout simplement. Donc en période de mielée, il faut qu'ils trouvent une alternative. Comme l'encagement de Rennes avec un coup d'acide oxalique. Ouais. Voilà. C'est la meilleure solution à mon avis. Oui. Parce que là, tu redescends, tu te remets dans la situation d'une rupture de ponte, comme tu crées un hiver au milieu de la saison en fait. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. En plus de ça, quand tu fais une suppression de couvain pendant la saison, les abeilles, elles boostent pour la production. Hein. Donc ça augmente la production de miel. Ouais. Mais c'est beaucoup de manip. Faut rentrer ça dans la routine. C'est pas forcément évident. Je ne fais pas la leçon à personne, hein, mais je pense que c'est une bonne solution. Mais je vais te dire que moi j'y pense de plus en plus, bien que j'ai des mielées courtes, tant au démarrage qu'au final à l'arrivée, j'y pense de plus en plus à ça, quoi. Il va falloir de toute façon se pencher sur le sujet aussi pour éviter d'utiliser au maximum les molécules lipophiles. Oui. Parce que on tourne en rond. Hein. Et les traitements longue durée qui ne sont pas forcément les plus adaptés, quoi, finalement. Oui, parce que quand tu vas mettre en contact avec le varroa une molécule donnée, à chaque fois, c'est pas comme Barbapapa, il a vu Barbatruc et il devient résistant. Hein. Non, mais les gens, ils s'imaginent des trucs comme ça. En fait, tout simplement... Il m'a perdu, là. J'aurais pu faire l'inspecteur gadget à la place, si tu veux. Non, mais simplement, tu vas avoir la descendance de ceux que tu as laissés survivre. Oui. Donc, c'est ceux qui étaient le moins sensibles à la molécule. Donc, ils vont être globalement moins sensibles, la population-là. Et tu recommences. Si tu fais toujours avec la même molécule, obligatoirement, au bout de quelques années, tu as des varroas qui sont beaucoup moins sensibles à la molécule. Oui. Mais c'est juste une sélection que tu fais. Hein. Ce n'est pas forcément des modifications génétiques du varroa qui décident de devenir résistant. Hein. Donc en fait, l'alternance, c'est une solution. Le fait d'utiliser des molécules qui persistent moins, c'est une solution aussi. Et ça indique aussi qu'en utilisant ce qui est en projet là, des lanières d'acide oxalique, tu vas tomber sur le même problème. Alors tu n'auras pas le problème d'accumulation dans les cires. Par contre, tu auras toujours le problème d'avoir un système qui met en contact des varroas de façon prolongée, continue,
la molécule qui va les rendre globalement moins sensibles à cette molécule à terme, c'est tout. Hein. Parce que l'oxyde oxalique, c'est pas 100% d'efficacité. C'est grosso modo 90% si c'est bien utilisé, 60% en la présence de courant, même moins. Même moins, ça. Même moins. Une rotation des traitements. Rotation des traitements, c'est à étudier. Il faut que ça soit collectif parce que si mon voisin il a fait du tofluvalinate l'an dernier puis que j'en fais cette année, je risque de me récupérer avec la dérive, avec des résistances au tofluvalinate dans mes ruches. Donc d'échouer sur mon traitement. C'est pour ça que les histoires de GDS et tout ça, c'est pas du bidon. Il faut essayer d'être collectif. C'est vrai. Même si on est individualiste, et ben pour ça, il faut être collectif. Donc on revient sur le traitement. Résultat final dépend de la population initiale, de la réinfestation, des modalités d'utilisation du médicament, de la persistance de reproduction de varroa, parce que persistance de ponte, etc. Donc pour atteindre l'objectif de 50 varroa, on revient à notre petit schéma, par colonie à l'issue du traitement de fin de saison. En supposant que l'infestation soit un peu en dessous de 2000 par colonie, ce qui avait été une moyenne de ce qui était comptabilisé FNOSAD, il faudrait que l'acaricide ait une efficacité d'au moins 97,5%. Donc ce qui est quand même assez illusoire, on va dire, hein, puisque c'était 95% pour les substances synthétiques, 90% pour les substances non synthétiques, ce qui est demandé à l'AMM, dans les conditions d'utilisation labo, donc idéal. Idéal. Ce traitement quasi systématique de fin de saison par rucher, que ce soit en lanière ou quoi, n'est plus suffisant. Ça, c'était déjà une étude de Wendling en 2017. Il travaille à DGL. Donc, on atteint le même objectif en appliquant 2 traitements efficaces, chacun à 84%, ce qui est déjà un peu plus accessible, à condition qu'il n'y ait pas trop de recroissance de varroa entre les 2 traitements, etc. Mais bon, on s'oriente de plus en plus sur de la bithérapie, trithérapie, etc. Et sans oublier les méthodes biotechniques. Aussi. Parce que ça met 0 molécule chimique dans le bazar. Hein. Oui, il y a quelques cadres à mal en stock, les gens. Comment? Il y a quelques cadres à mal en stock. Eh ben allez. Pas beaucoup. Soyons fous. Ah tiens, à propos, j'ai fait ton... Bon, ça n'a rien à voir avec le schmilblick. J'ai construit, je te montrerai les photos, le piège à frelons. Ah oui, oui. On va en reparler aussi, ça, les gens. J'ai d'autres... Parce que c'est maintenant qu'il faut y aller. Hein. Oui, chez nous, là... oui. Chez nous, ça commence à peine à se réchauffer, mais oui, il faut y aller là. Ouais. Donc on en vient à la pharmacovigilance. Le médicament, il y a des particularités en apiculture, parce que c'est pas un mammifère, donc on vise un acarien, le parasite c'est un acarien, et on traite une population d'insectes. Globalement, quand même, on a une physiologie qui est relativement proche. Donc chaque fois qu'on va taper sur les acariens, on est proche de taper sur les insectes. Donc on a un indice thérapeutique, c'est-à-dire ce qui montre la différence de toxicité, ce qui mesure la différence de toxicité entre l'atteinte des varroa et l'atteinte des abeilles, qui est très faible, généralement très faible. Donc avec la diminution de sensibilité de varroa, on ne peut pas répondre par une augmentation de dose. On prend le principe? Oui, parce que là, on va taper les abeilles. Donc on est embêté aussi avec ça. Et avec la répétition des traitements et la répétition des contacts. Donc qu'est-ce qu'on demande aux médicaments? Une bonne efficacité vis-à-vis de l'agent à traiter, une bonne efficacité avec une résistance faible. J'ai essayé de le dire différemment parce que pour moi, ce n'est pas une résistance. Avec une sensibilité maintenue, on va dire. Oui. Une innocuité pour l'abeille et aussi pour le manipulateur, tant qu'à faire. Oui. Et qui contamine ni les produits de la ruche, ni l'environnement. Donc pour sécuriser le médicament sur tous ces plans-là, on a, dans un premier temps, l'AMM, on ne le rappellera jamais assez. L'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, ça c'est l'exécutif, c'est les autorités sanitaires hein, qui règlent ça. Après, il y a l'ordonnance, avec le conseil d'utilisation, ça c'est le prescripteur qui en est responsable. Et puis après, en dernier lieu, en dernier ressort, quand l'AMM elle est accordée pour 5 ans, elle est renouvelée une fois après évaluation du rapport bénéfice-risque, et une fois que c'est renouvelé, c'est sans limitation de durée, sauf accident soit de toxicité pour les utilisateurs ou pour l'environnement, etc., qui soit démontré, soit un manque d'efficacité. Ça veut dire que le 3e niveau de sécurisation du médicament, c'est la pharmacovigilance, c'est un retour d'expérience. En fait, tout le monde est acteur de la pharmacovigilance. Les apiculteurs, les TSA, les vétérinaires, tout le monde, les GDS. Donc, c'est une surveillance post-AMM sur une base déclarative, ce qui signifie que s'il n'y a pas de déclaration, tout va bien. Tout va bien. C'est-à-dire si on maugrait dans son coin en disant « ouais, ça n'a pas marché le traitement », eh ben ça sert à rien du tout. C'est comme on dit, c'est comme pisser dans un violon, pareil. Voilà. Il faut déclarer. Donc,
L'efficacité, on a dit, elle doit être préférentiellement supérieure à 95% pour les substances synthétiques, dites synthétiques, parce que les substances non synthétiques sont synthétiques aussi, mais bon, c'est pas grave. Elles sont réputées naturelles. En cas d'observation d'effets indésirables ou d'efficacité insuffisante du médicament, il faut faire une déclaration dispositif de pharmacovigilance vétérinaire avec le lien que tu mettras, je pense. Oui. En l'occurrence, c'est un lien qui nous emmène sur quoi? Ça nous permet de faire une déclaration. C'est le site de l'ANSES. Et ça, c'est plutôt facile, c'est accessible aux applis. Là, les clients qui arrivent. Les clients qui arrivent. Il y a des animaux à soigner. Ça va peut-être résonner un peu plus, je ne sais pas. Peut-être. Donc tout le monde peut déclarer. C'est assez accessible, c'est facile. C'est très facile. Ils ont simplifié les choses. La NMV s'est penchée sur le sujet. Ils ont travaillé avec l'ANSES sur une liste d'informations à récolter. C'est des informations qui sont à la fois faciles à collecter et essentielles à une approche systématique. Donc la liste, elle est sur le site de l'ANSES. Voilà, on le mettra en annexe. Hein. Ouais. Le principe, c'est de répondre à la question pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce qu'on peut aussi faire une déclaration sans aucun élément, juste mettre le numéro de l'eau, le médicament qu'on a utilisé, son nom, son numéro d'apiculteur, et c'est tout. Ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Ça sert à rien dans la mesure où on n'en tirera pas de conclusion. Par contre, ça va aller s'additionner à toutes les déclarations qui ont été faites. Et plus il y a de déclarations, même si on ne peut pas l'exploiter directement, plus ça va bouger les autorités. Donc c'est très important d'arrêter de maugréer stérilement dans son coin. Alors, le résultat, non mais... c'est vrai. Quand on râle, il faut râler pour de bon, quoi. Donc, 44 déclarations en 2021-2022 dans toute la France. Quand même pas des masses, hein. C'est que tout va bien. C'est que tout va bien, mais honnêtement, c'est que tout va bien. Voilà, c'est tout. Ouais. Et je suis désolé, mais moi, je suis un décideur, je vois ça, je dis tout va bien. 8330 ruches concernées, quand même, dont 3100 mortalités. Sur les 44 déclarations. C'est souvent des gros effectifs. Alors, en plus, les déclarations ont principalement été faites par des vétérinaires, 39 fois sur 44, surtout en région Omaha. Donc en fait, c'est remonté par Omaha. Oui, d'accord. On en parle juste après. Par les apiculteurs dans 3 cas, le reste par le laboratoire de référence. C'était une transmission de déclaration ADA. D'accord. Donc la part de chaque spécialité dans les déclarations correspond approximativement aux proportions d'utilisation des médicaments sur le terrain. Donc on ne peut pas dire celui-là il marche plus, celui-là il marche bien. C'est tout, c'est bien réparti, voilà, c'est uniformément réparti. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, le mieux c'est d'aller chercher les éléments à renseigner, il y a une liste, on la mettra, enfin en tout cas on mettra le lien du site de l'ANSES. Alors si vous ne vous sentez pas de faire vos propres constatations, de faire votre déclaration et tout, ou si vous avez d'autres problèmes, même des problèmes sanitaires, de maladies et tout ça, il ne faut pas oublier qu'il y a des procédures qui sont prévues, qui sont prises en charge, aussi bien pour les maladies réglementées, les maladies contagieuses, dites contagieuses, réputées contagieuses, ils ont changé de nom 20 fois, aussi bien pour les mortalités massives, qui sont une façon d'essayer de cerner le risque toxicologique, on va dire. Ça, c'est la note de service qui a été modifiée en 2018. Et puis, il y a tous les autres problèmes. Alors, les autres problèmes, pour l'instant, ils étaient orphelins, c'est-à-dire qu'ils relevaient d'un appel dans le cadre libéral à un vétérinaire ou d'essayer de voir un peu avec les collègues, etc. Maintenant, avec la généralisation d'OMAA, donc l'Observatoire des mortalités et affaiblissement des abeilles, les pouvoirs publics ont décidé d'élargir après 2015, c'est la conception d'OMAA, 2017, c'est les 2 premières régions pilotes, Bretagne et Pays de Loire, et 2019, Rhône-Alpes rentré dans la danse, avec des gros effectifs. Là, ce coup-là, c'était plus un galop d'essai, et ça marche bien. Donc 2023, normalement, on attaque. Il doit y avoir 2-3 régions qui ne vont pas attaquer. Et puis 2024, tout le monde y va normalement. Voilà. Donc Bourgogne-Franche-Comté, normalement, on y va en 2023. Mais comme c'est un euphémisme, on a eu les réponses des autorités plus que tardives, on démarrera qu'au mois du 1er juin, le guichet unique. Donc le principe, c'est d'avoir un numéro unique pour tous les problèmes des abeilles. Quoi qu'il arrive, quoi que ce soit, un numéro unique. Donc c'est relayé par les GDS, par les ADA, etc. Tout le monde y met la tête dedans. Depuis qu'on a fait les conventions liées au PAE, il y a une cohésion de tous les organismes apicoles, ça fait du bien. Punaise, 2023, 24. Enfin, il y a encore des petits freins à droite à gauche, des histoires de personnes et tout, mais globalement, quand même, ça commence à se résoudre. Donc, tu mettras la petite affiche Omaha, si tu souhaites, bien sûr. Hein, s'il vous plaît, maître. Donc,
Voilà, il y a un guichet unique, un numéro unique à appeler. L'adresse OMA, l'adresse mail OMA est déjà créée. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Donc pour tout problème lié aux abeilles, OMA. OMA. Voilà, ça c'est un numéro qui va être transféré, diffusé par tous normalement les organismes apicoles. Ok, très très bien. Mais c'est bien d'arriver à ça, hein. Bon truc. On va terminer la vidéo. Je voudrais juste revenir sur les 2 points que tu as cités, famine, varroa. Ça, c'est les 2 points vraiment majeurs qui, à mon avis, ne font pas passer l'hiver aux colonies. J'avais eu le témoignage de quelqu'un par message récemment qui me disait « J'ai ouvert mes colonies, je ne sais plus à quelle date il parlait, début janvier. Tout allait bien, les abeilles étaient là, je les ai nourries. Il y avait reprise de couvain parce qu'il doit être un peu dans le sud et tout ça. Et là, il repasse et tout est mort. » Et là, on est typiquement dans la durée de vie des abeilles. Elle est pleine. Surchauffe. Non, surchauffe. On va terminer avec cette caméra. Les 2 ont surchauffé. Elle te voyait pas, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Elles sont brûlantes. Merci GoPro. Bon, hop. Fin de la vidéo. Je sais pas ce qu'on disait, ça a coupé, les 2 ont foiré. On était en train de dire qu'elles allaient foirer. Tu parlais de vitellogénine. Oui, vitellogénine, la durée de vie des abeilles. Donc c'est une protéine, hein, c'est ça? C'est une protéine constitutive qui est liée à la longévité des abeilles. On en parle de plus en plus. Pour simplifier, on va dire ça. En tout cas, à la NERCA, par exemple, dans les petites réunions qu'on fait, j'entends de plus en plus parler de ce mot-là et de la façon de... La baisse de la vitellogénine, elle est liée aussi au parasitisme. Oui, alors, de toute façon, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on ne va pas chercher à produire plus de vitellogénine pour les abeilles. Ce qu'il faut, c'est limiter le parasite, quoi. Si on leur fout la paix, elles vont faire tout ce qu'elles ont à faire, les abeilles. Il faut juste les mettre dans les meilleures conditions possibles, c'est tout. Ça va faire 6 ans que je le répète. Le varroa, 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 le varroa. C'est un truc de fou, quoi. J'aimerais bien avoir connu l'apiculture avant le varroa, mais c'est vrai que ça devait être autre chose, quoi. Comme à La Réunion. Tiens, ils ont pris une sacrée claque, quoi, pour de vrai, quoi. Alors qu'ils avaient des maladies, etc. avant, hein, ils n'étaient pas indemnes de quoi que ce soit. Hein, ils n'avaient juste pas le varroa, donc ça fait que s'additionner au reste, quoi. Donc, je suis désolé si vous avez pas mal de mortalité cet hiver. Voilà, on sait que, comme tu l'as dit, hein, voilà, varroa et famine. Est-ce que tu veux conclure une petite phrase? On refait une vidéo sur les maladies, là. Mais moi, je la vois, cette vidéo, où, vas-y, on répertorie tout vite fait, on met une photo ou une vidéo vite fait, et on dit ce qu'il faut faire. Parce que, oui, ici, on avait fait les... Mais c'était surtout pour... C'était trop long, et... Moi j'avais mis le paquet sur le fait d'étayer. C'est-à-dire, c'est pas, voilà, ma pomme, j'arrive... Et c'était très bien. Puis je décrète ci ou ça. J'ai montré que c'était appuyé sur des choses factuelles, quoi. Oui. Mais après, effectivement, c'était peut-être un petit peu longué. Non, c'est pas ça, c'est que... Parce que c'était de ce côté-là de la lorgnette qu'on le voyait, quoi. C'est vrai, mais pour nos apiculteurs, souvent de loisirs qui nous regardent, ça peut être bien d'avoir factuellement, ok, j'ai ça, je vois ça dans ma ruche, qu'est-ce que je fais? Il faut qu'ils achètent le bouquin de Samuel Boucher à ce moment-là. Oh, j'arrête pas d'en parler. Et Samuel Boucher, j'aimerais non seulement bien vous voir en vidéo, mais il va falloir me payer des royalties au bout d'un moment. Mais ça, oui, je le remontre encore. Je pense que je l'ai montré 10 fois ce bouquin. Mais voilà. Bon, on termine là-dessus? Ouais. Merci beaucoup, Jo, de nous avoir reçus. Dans ta clinique, entre midi et 2, déjà que les clients arrivent, il va falloir aller opérer les chevaux. Et puis merci à vous les gens, on se retrouve la semaine prochaine avec la météo, elle sera là. On va aller, je ne sais rien si elle sera là, mais on va aller ouvrir les caisses. Et en avant Guingamp. On va faire... Et en avant Guingamp, ça c'est demain, samedi. Allez, c'est parti. Merci les gens, merci Jo. Au revoir les gens, à bientôt.